Alors aujourd'hui, on se réunit pour parler de green et de cloud, et ce, suite à la sortie de notre livre blanc sur le product management éco-responsable, comment concevoir un produit digital green by design. On a eu de très très nombreux téléchargements, ce qui nous a aussi bien évidemment encouragé à faire ce webinaire aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargé, on vous le proposera en téléchargement au cours du webinaire. Donc l'urgence climatique et environnementale aujourd'hui nous fait très clairement comprendre que créer des nouveaux produits, c'est bien, mais les éco-concevoir, ça devient clairement urgent, et c'est notre rôle à chacun de participer à cet effort collectif. Et pour cela, le product manager qui est au cœur du business et de la tech a un rôle primordial à jouer. Alexandre Bienvenu, qui est product owner chez Daveo, vous en parlera dans quelques instants. Et bien évidemment, tout ce poids ne repose pas sur le product manager. C'est pas le seul à pouvoir œuvrer. Les équipes tech aussi, on le verra, sont grandement concernées. Je sais qu'il y a aussi des devs et bien d'autres fonctions techniques avec nous aujourd'hui. Donc, de plus en plus fréquemment, les produits digitaux sont liés au cloud, et donc c'est pour cela qu'on a convié notre partenaire avec Cyril Deblois, qu'on vous présentera tout à l'heure, pour co-animer cet événement. Et ils ont notamment participé aussi à la rédaction de Livre Blanc, donc c'est pour ça que ce choix a été très simple à faire pour nous, et nous paraissait tout à fait judicieux de relier le produit et le digital. Il vous parlera notamment de pourquoi le cloud public est-il plus green. J'en ai terminé pour la petite présentation. J'appelle tout de suite Alexandre et Cyril à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vous laisse la parole. Merci Géraldine. Vas-y Cyril, je te laisse introduire le sujet. Si tu veux, bonjour à tous, je m'appelle Cyril Deblois, je m'occupe de Cloud Financial Management chez AWS, qui correspond à la fonction finance, et je m'occupe aussi depuis peu de la partie Green Up, qui est plus celle qu'on va aborder aujourd'hui. Alexandre. Alors moi du coup c'est Alexandre Bienvenu, j'ai 30 ans, alors je vous refais pas tout mon CV, mais j'ai un passif de développeur. J'ai pendant quelques années été Scrum Master, où j'ai pu accompagner des équipes diverses et variées, et depuis une année je suis Product Owner du coup sur un produit. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu l'historique. Par rapport au sujet du jour, c'est vrai que moi quand on m'a proposé de travailler sur l'aspect éco-responsabilité au sens large, et quand on m'a parlé du projet du livre blanc, ma première réaction, ça a été, moi je suis PO ou Scrum Master, et je n'y connais pas grand-chose. À partir de là, on m'a présenté la démarche, on m'a expliqué un petit peu le raisonnement, et j'ai finalement très vite fait le rapprochement avec le product management, ce qui a donné lieu forcément du coup au livre blanc et à notre présentation du jour. Alors, en termes de sommaire, on va essayer d'axer notre présentation du jour sur 5 grands axes. Le premier, on va vous parler du produit et de la vision au sens large. Dans un second temps, Cyril prendra la main pour nous parler un petit peu du cloud et de la sobriété dans le cloud. Et ensuite, on fera un zoom vraiment sur à la fois la vie du produit et les équipes digitales, parce que je suppose qu'il y a quelques développeurs aujourd'hui dans les nombreux participants du jour. Donc, on fera un zoom sur ça, on vous donnera des tips, des choses par où commencer pour commencer à avoir une démarche éco-responsable, que ce soit sur mon produit ou dans mes bonnes pratiques de développement. Et on clôturera du coup en reparlant encore une fois de sobriété, mais plutôt la sobriété numérique du coup d'Amazon et d'AWS. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte et qu'est-ce qui nous a mené aussi à faire ce webinaire aujourd'hui, donc là on repose un petit peu les bases. Donc là, le secteur informatique actuellement, donc ça c'est des données factuelles, ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc en 2022. Il faut savoir que si rien ne change et qu'on reste à l'état actuel aujourd'hui, le chiffre va doubler en 2025. Donc forcément, ces gaz à effet de serre, c'est pas juste les ordinateurs qui sont allumés, bien sûr. Ça compare les extractions par exemple des métaux rares,
pour la fabrication des équipements, que ce soit les ordinateurs, les cartes mères, les smartphones, etc., etc. Ça passe aussi par le stockage des données, toute la donnée qu'il y a sur les serveurs, dans le cloud, etc. Il faut bien la stocker. Tout ça, ça représente aussi des gaz à effet de serre. Et ça passe aussi par du recyclage, forcément avec de l'obsolescence programmée de nos outils informatiques aujourd'hui. Donc ça, voilà, c'est un petit peu le constat. Alors, on n'est pas forcément là pour se blâmer et pour tirer forcément la sonnette d'alarme. On a d'ores et déjà des choses qui bougent et qui évoluent, notamment avec plusieurs courants qu'on a essayé de nommer, notamment le Green IT, l'IT for Green et l'IT for Human. Du coup, sur ces deux derniers-là, c'est vraiment l'aspect le numérique au service de l'éco-responsabilité, au service de l'humain. Très rapidement, je vous donne deux exemples. L'application Yuka, vous savez, pour scanner les codes barres de nos produits alimentaires, ça, clairement, c'est de l'IT for Green qui vont nous aider à rentrer dans une démarche plus éco-responsable vis-à-vis forcément de la nourriture. Et on a un autre aspect, du coup, qui nous concerne un peu plus et qui est plus rapport avec le sujet du jour, c'est le Green IT, qui vise à réduire l'empreinte finalement sociale et environnementale du numérique. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais en quoi ça nous concerne au quotidien? Finalement, nous, nos métiers aujourd'hui, c'est quoi? C'est product owner, product manager, chef de projet, pourquoi pas, développeur, testeur. Aujourd'hui, en quoi tout ça, ça nous concerne et comment intégrer finalement le product management à cette démarche de nos métiers au quotidien? D'ailleurs, dites-nous, on va lancer un petit sondage en parallèle. Aujourd'hui, sur vos projets, où en êtes-vous grosso modo du green? Est-ce que vous ne savez pas du tout ce que c'est et vous venez là justement pour avoir une petite sensibilisation? Est-ce que vous avez déjà des démarches qui existent mais à petites échelles, ou alors est-ce qu'au contraire, c'est des objectifs qui sont affichés et assumés par vos équipes ou par votre structure? Donc je pense qu'il y a un sondage qui est parti. N'hésitez pas à y répondre pour qu'on y voit un petit peu plus clair là-dessus. Alors, dans un premier lieu, je vais vous parler d'une première chose, alors qui n'a pas forcément de rapport direct avec l'éco-responsabilité, mais en tout cas, moi, c'était ma première vision. Quand on m'a parlé de l'éco-responsabilité, j'ai vite fait le rapprochement finalement avec une chose qu'on maîtrise, en tout cas qu'on manipule au quotidien sur une vision produit, c'est la vision produit justement. Aujourd'hui, moi, ma conviction que je me suis forgée en travaillant sur ce sujet avec mes collègues de Daveo, c'est que finalement, la vision produit, c'est d'ores et déjà un pilier de l'éco-responsabilité et du produit green by design. Alors pourquoi? C'est parce qu'on a deux grands volets. Le premier, c'est un volet environnemental. Quand on construit un produit, on peut se poser plein de questions. C'est est-ce que déjà construire mon produit, maintenir mon produit, le faire évoluer aussi avec le temps, est-ce que mon produit est écologique, et qu'est-ce que ça représente comme coût environnemental? Donc ça, c'est une grande question qu'on peut se poser quand on commence un produit. Et on a aussi un aspect sociétal. Est-ce que finalement mon produit va vraiment répondre à un besoin? Quel public je vise? Et est-ce que dans le temps, il sera pérennisé? Donc ça, si on a déjà finalement une vision produit qui n'est pas forcément reliée directement à l'éco-responsabilité, on est déjà éco-responsable par nature. Est-ce que mon produit va répondre vraiment à un besoin? Est-ce que finalement les ressources que je vais employer pour définir mon produit, pour le développer et le mettre en production, est-ce que tout ça, finalement, ça en vaut la chandelle? Donc, le constat actuel, mine de rien, malgré tout ça, c'est que le rapport à l'éco-responsabilité, surtout dans le product management, finalement, il est encore au balbutiement. C'est finalement, on se dit, et ça, c'est le discours qu'on peut entendre sur beaucoup de projets, c'est est-ce que, finalement, du moment que moi, mes fonctionnalités sortent, mes features sortent, le côté éco-responsable, finalement, j'en reste un peu là, finalement, je m'en fiche un petit peu. Du coup, par où finalement commencer? Et nous, le premier chantier qu'on vous recommande, c'est finalement un sujet très simple qu'on peut mettre en place très facilement. C'est finalement de la sensibilisation. Et ça, à n'importe quelle échelle vous soyez dans l'entreprise, que vous soyez développeur, testeur, vous soyez chef de projet, chef d'équipe, etc. C'est vraiment un premier chantier. C'est vraiment la sensibilisation justement pour introduire ce sujet-là au sein de votre écosystème et au sein de vos équipes digitales. Alors, ce qui est important au-delà de la sensibilisation,
ça va bien sûr être de mesurer et d'effectuer un suivi par rapport à cette démarche-là. C'est bien beau de se lancer dans quelque chose si on n'est pas en capacité de savoir d'où on part et où on va. C'est un petit peu dommage et c'est un petit peu difficile d'avancer et de mesurer les différents changements opérés. Donc, il faut vraiment se donner les moyens de monter en compétences, d'inscrire la démarche dans les objectifs de notre structure. Et ça, vous allez voir que finalement, quelle que soit votre place dans les équipes ou autres, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, par exemple, je prends un exemple d'un product owner ou d'un développeur qui est sensibilisé à la démarche et qui veut faire les choses, qui veut faire bouger les choses à son échelle, peut très bien inscrire ses objectifs de différentes manières. Par exemple, un product owner, il a des objectifs forcément de développement, de roadmap, etc. L'aspect green et l'aspect éco-responsable, on peut l'inscrire très bien dans des outils et des boîtes à outils qui existent déjà aujourd'hui. Je prends un exemple tout simple, c'est la DOD des équipes, donc le Definition of Done, c'est une liste qui va définir si un travail est fini ou non. On pourrait très bien ajouter un petit item, bah voilà, je veux que l'ensemble de mes pages web de mon nouveau développement soit éco-responsable par nature. Pour ça, on peut s'aider de plein d'outils différents. Ça, c'est des choses vraiment qui sont possibles. Et on peut faire ça aussi au niveau des bonnes pratiques de développement. Ça, le fait de sensibiliser et d'engranger aussi un mouvement dans les équipes de développement, ça permet de mettre en place des choses un peu de la même manière que les bonnes pratiques de développement classiques qu'on retrouve. Et à contrario, sur vraiment l'aspect entreprise, si vraiment on est sensibilisé à une maille beaucoup plus haute, beaucoup plus grosse, on peut là limite parler d'OKR. Donc les OKR, je pense que vous connaissez, c'est des objectifs qui résultent, qui sont placés à la maille entreprise sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qui viennent répondre à des objectifs et qui permettent de les mesurer. Ça, on pourrait très bien imaginer aussi des OKR green, par exemple. Alors, je ne sais pas, un exemple tout bête, ce serait, je veux diminuer de moitié mes appels HTTP, par exemple, pour permettre d'économiser sur cet aspect-là. Donc, il y a plein de choses qui permettent de rentrer en action par rapport à l'aspect éco-responsable de la chose. Une petite chose avant de vous parler de la sobriété numérique dans le cloud, c'est que la transformation, elle doit vraiment être en sandwich. Donc ça, c'est un terme que j'ai beaucoup vu dans plein de conférences sur l'agilité, le fait que les équipes bas niveau, entre guillemets, les équipes de développement doivent se transformer en même temps que la gouvernance. Là, finalement, c'est un petit peu pareil, c'est le même constat vis-à-vis de l'éco-responsabilité. C'est si on a des équipes qui font un tout petit bout de produit super éco-responsable, mais qui ne s'inscrit pas dans un écosystème qui le suit, on va très vite arriver à un plafond de verre. Et c'est un petit peu le côté dommage, c'est que voilà, il faut sensibiliser à basse échelle, mais mesurer et augmenter le périmètre au fur et à mesure du temps. Donc Ciel, je peux te laisser la main sur la sobriété numérique dans le cloud. Ok, merci Alexandre. Donc on voit ici que le sujet il est transverse en fait. Il y a évidemment la partie product management qui a son rôle à jouer. Derrière là où vous allez héberger la partie numérique va aussi avoir un impact. Donc je vais un petit peu vous détailler en quoi vous pouvez faire des choix qui sont impactants sur cette logique de numérique responsable. Donc pour ça, je vais vous expliquer la façon dont on utilise chez AWS. C'est un modèle de pensée, mais qui permet un peu de comprendre. Donc on présente, il y a 3, on va dire, couches dans la partie développement durable chez nous. Les 2 premières, celles que je vous présente ici, correspondent effectivement au Green IT, ce qu'on appelle Green IT. Donc ça consiste en fait à un modèle de responsabilité partagée. Ça veut dire quoi partager? Ça veut dire que AWS, bien entendu, est responsable de fournir des services d'une façon qui soit le moins impactant possible sur l'environnement. Je ne suis pas en train de dire qu'un data center n'est pas une consommation énorme d'électricité, c'est évidemment pas le cas. Par contre, on essaie de le faire d'une manière qui soit le moins impactant possible. Donc c'est la partie en vert que vous avez sur ce slide que
dont que je détaillerai un peu plus à la fin. Donc plus comment AWS travaille sur tous les sujets pour être capable de délivrer ses services de manière moins impactante possible. Et ce que je vais donc plutôt développer là dans cette partie et dans la continuité de ce que vient de vous expliquer Alexandre, c'est la partie en bleu. Donc ce qu'on appelle nous la durabilité dans le cloud, c'est-à-dire que on a beau vous fournir des services avec un impact minimal, la façon dont vous utilisez ces services finalement va conditionner une partie importante de leur impact au sens large. Donc on voit ici les grands pans d'attention à avoir de votre côté. Donc on a déjà certains vont être un peu redondants avec ce que vous a dit Alexandre. Donc surtout dans la partie haute qui concerne la partie design, la partie on va dire qui suit les user stories quelque part. Donc effectivement aller faire un usage de la technologie qui soit au juste par rapport aux besoins de l'utilisateur final. Donc pas aller chercher de la performance pour la performance s'il n'y a pas un besoin particulier, puisque derrière ça a des impacts sur la quantité de ressources qui vont être mises en œuvre chez nous, et donc indirectement aussi sur l'impact environnemental que vont avoir ces ressources. Donc on est là sur la partie haute. Évidemment, ce que je peux moi un peu plus vous détailler, c'est la partie basse, donc la partie des données sous-jacentes, la partie des équipements sous-jacents que l'on a dans nos data centers. Donc on va avoir des logiques qui vont finalement je vais passer à la slide suivante. C'est des logiques qui vont être assez parallèles avec une démarche qui existe depuis assez longtemps, qui s'appelle le FinOps, donc qui consiste finalement à aller optimiser l'usage des ressources chez AWS ou dans le cloud en général, avec un angle d'optimisation des coûts. Donc AWS travaille depuis longtemps là-dessus. On a développé à la fois des bonnes pratiques, des équipes, des outils pour aider les clients à mettre en œuvre ces bonnes pratiques et donc en tirer parti sur la dimension coût. La plus grosse partie de ces démarches finalement s'applique de la même façon sur la partie développement durable. Et donc on va chercher à faire deux choses, enfin de manière principale pour simplifier, hein, c'est un petit peu plus évidemment compliqué que ça. Donc on va essayer de maximiser l'utilisation. Donc ça veut dire quand vous avez une ressource qui est allumée, physiquement ça correspond à un serveur qui a de l'électricité qui arrive dedans. Si ce serveur fait rien, il va tout de même consommer quelque chose, donc potentiellement générer un impact environnemental. Et donc la première attention à avoir, c'est faire en sorte que ce serveur, une fois qu'il est allumé, qu'il soit utilisé pour quelque chose. Et donc il y a une autre particularité des serveurs et qui n'est pas spécifique à AWS, c'est que la courbe d'utilisation d'un serveur en termes d'intensité et de consommation électrique, elle n'est pas linéaire. Ça veut dire qu'un serveur qui est utilisé à 70%, imaginons qu'il y a 70 workloads sur ces 70%, les workloads au-dessus de 50% finalement consomment individuellement moins que les premiers workloads. C'est lié au fait qu'il y a une consommation minimale quand il est allumé. Et donc on a intérêt, vous avez intérêt à utiliser les ressources le plus possible, parce que le coût individuel de la ressource au niveau environnemental va être le plus faible. Donc ça se retrouve ensuite sur la partie un petit peu à droite, on va retrouver les logiques de design, donc plutôt en amont, avant la partie purement architecturale. Donc pour faire ça, pour vous aider, parce que c'est un sujet qui est vaste, on a une quantité d'outils assez important. Alors c'est pas le nombre qui fait la qualité, hein, mais en tout cas ils ont été éprouvés au fil du temps. Donc AWS fournit par défaut des outils pour vous aider à optimiser cette utilisation, par exemple. Donc on va être dans des logiques de ce qu'on appelle de right sizing, donc faire en sorte que la ressource que vous utilisez à la bonne taille par rapport à l'usage que vous en faites. Ça va être aussi traquer donc les ressources inutilisées. Donc là, on passe sur la partie d'en dessous. Donc, est-ce qu'on va limiter, qu'est-ce qu'on va éliminer? Donc, c'est les ressources qui ne servent pas. L'exemple typique, c'est un disque dur virtuel attaché à une machine virtuelle. Pour ceux qui connaissent AWS, on va parler de volume EBS. Donc, il y a aussi des outils qui vous permettent d'identifier ces volumes qui ont été utilisés à un moment donné et qu'on a oublié, entre guillemets, d'éteindre, avec bien sûr la possibilité éventuellement de sauvegarder les données avant de l'éteindre. Ça va être ensuite des logiques un petit peu plus d'écriture en termes de développement sur la façon dont on accède aux données, donc à la fois la fréquence, à la fois l'écriture du code lui-même, puisqu'il y a sur des différentes bases de données, il
y a différentes façons d'aller les interroger. Certaines sont plus énergivores que d'autres. Donc, on va aussi vous accompagner sur ces sujets-là. Ensuite, la partie stockage données, je pense que Alexandre a déjà un petit peu évoqué, mais si je rentre un peu plus dans le détail, et finalement, on va parler de différents sujets. Le premier, c'est la durabilité au sens de la donnée. Donc, ce qu'on appelle la partie chez nous 11.9, hein, donc c'est la capacité à une donnée à être persistante, quels que soient les événements qui arrivent au sens informatique distribué. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en corrélation de votre besoin utilisateur un niveau de durabilité de la donnée. Pourquoi? Parce que nous, derrière, quand vous nous demandez de vous servir une donnée avec un niveau de durabilité de 11.9, on va dupliquer cette donnée un nombre de fois suffisant pour délivrer ce niveau de durabilité. Et dans plein de situations, il n'y a pas besoin de ce niveau de durabilité parce que la donnée peut être recréée, parce que les données initiales de base qui servent à la générer existent encore, parce qu'elle a plus d'utilité à un horizon de temps donné. Donc, c'est important de choisir le bon niveau de durabilité, parce que derrière, ça a des impacts chez nous sur le type d'infrastructure qu'on utilise pour délivrer ce service. Alors, ce sont que des illustrations, hein. On pourrait passer tout le séminaire sur ces sujets-là. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que vous avez une possibilité d'avoir des générations de recommandations automatiques par plusieurs outils AWS qui vont vous aider à identifier ces cas de figure où vous pourriez finalement délivrer le même type de service avec un impact plus faible pour l'environnement. Donc, si vous voulez, donc là, je peux pas détailler l'ensemble de ces approches. Ce que je vous invite à faire, si ça vous intéresse, c'est d'aller télécharger donc un livre blanc qu'on a publié en décembre l'année dernière concernant ce qu'on appelle le 6e pilier du Well Architect Framework, qui est un ensemble de bonnes pratiques architecturales. Ce 6e pilier, il est dédié à l'environnement. Et donc, il va regrouper finalement toutes les approches. Là, je vous en ai mentionné quelques-unes. Il y en a je crois une cinquantaine, qui consiste en fait à se poser la question, quand on utilise une ressource, comment je pourrais faire la même chose quelque part, enfin en tout cas en termes de SLA vis-à-vis de mes utilisateurs, comment je pourrais le faire de manière plus sobre au niveau numérique. Et on a développé donc tout un savoir-faire. Ce savoir-faire, il est industrialisé à travers déjà des solution architectes qui sont tous formés sur ce sujet. Il y a des labs qui sont en self-service public sur lesquels vous pouvez aussi, que vous pouvez utiliser pour développer votre savoir-faire à ce niveau-là. Il y a des choses qu'on appelle par exemple le Well Architect Tool, qui est un outil aussi d'assessment sur vos architectures pour s'assurer qu'elles respectent les bonnes pratiques sur ces sujets. Donc c'est quelque chose à la fois qui part de bonnes pratiques individuelles, mais que l'on a mis à l'échelle et on a utilisé on va dire les pratiques et les structures que l'on a, les mécanismes, pardon, chez AWS qui permettent de diffuser, parce que si une pratique individuelle n'est pas capable d'être mise à l'échelle, finalement, elle a un impact trop faible et c'est pas suffisant pour en tirer le meilleur parti. Et c'est un peu notre savoir-faire historique, parce que ça fait longtemps que l'on fait ça. Et donc, on va aller diffuser ces bonnes pratiques dans l'ensemble des systèmes qui nous permettent de diffuser ce savoir, et notre réseau de partenaires en est un autre. Je te repasse la main, Alexandre, pour la partie Next Step, comment on peut rendre tout ça actionnable. Très bien. Alors du coup, on va lancer un zoom sur les équipes digitales. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu un petit peu les résultats du sondage, donc c'est assez intéressant pour la moitié d'entre vous. Vous êtes déjà sensibilisés à l'éco-responsabilité, vraiment la partie green, sans pour autant être passé à l'action. Donc, je vous rassure, je pense que sur énormément de projets, c'est le cas, dont le mien actuellement. Sur d'autres projets, on avait pu aller un petit peu plus loin. En tout cas, sur celui-ci, c'est l'état actuel des choses. Du coup, on va faire un zoom sur les équipes digitales, justement, comment actionner ces premières actions pour rentrer un petit peu dans le move de cette chose-là. Donc, déjà, si on refait un zoom sur les équipes digitales, la vision produit, elle est forcément définie et garantie par les product owners ou PM ou autres, selon les contextes. En tout cas, elle est aussi portée par l'équipe. Donc, elle est garantie côté PO, mais elle est garantie par l'équipe. Si aujourd'hui, comme le dit l'a communiqué il y a quelques années le Standish Group,
il y a 80% des fonctionnalités qui sont développées qui ne sont pas ou peu utilisées. C'est vraiment un constat qui est, alors pour le coup, qui est alarmant d'un point de vue produit d'un côté, mais aussi d'un point de vue éco-responsable de l'autre. Alors, on peut se demander pourquoi justement on en arrive à ce constat-là. Donc il y a forcément un aspect organisationnel certain, mais c'est surtout que la vision produit, elle n'est pas partagée par tous les acteurs, dont forcément les développeurs des équipes qui ne sont pas en cohérence avec les demandes du client. Donc au-delà de se dire qu'une fonctionnalité développée qui n'est pas ou peu utilisée, au-delà de se dire bon, on l'a développée pour rien, c'est forcément un coût de stockage, c'est forcément un coût humain parce qu'on a passé du temps sur forcément les PC pour le développer, pour le tester, pour le déployer. On a mis finalement en action beaucoup de ressources pour finalement quelque chose qu'on ne va pas utiliser. Comme le disait Cyril tout à l'heure, un serveur allumé, faut qu'on l'allume pour une bonne raison. Alors en plus, si on allume un serveur pour mettre quelque chose qui ne va pas être utilisé, là forcément ça commence à devenir embêtant. Du coup, une chose très simple, et là du coup je refais vraiment le parallèle avec les bonnes pratiques du product management en général. Alors là, c'est même pas des choses qui sont forcément axées green. C'est trier vos roadmaps, rencontrer vos clients, développer des choses qui ont de la valeur produit et de la valeur business sur vos fonctionnalités. Et pour ça, du coup, je vous invite à... Alors, on fait un zoom sur ça dans le livre blanc. Du coup, je vous invite à le retélécharger ou le relire. Par exemple, avec la méthode Mosco, qui nous permet justement de trier les fonctionnalités et juste aller développer ce qui a beaucoup de valeur pour le client et ce qui va être sûr d'être utilisé. Forcément, des ressources qui seront exploitées de manière adéquate et voilà. Alors, du coup, moi, ma conviction, c'est que avoir une vision produit, par nature, c'est déjà être éco-responsable, car on va développer des choses utiles qui répondent à un besoin réel. Vous pourrez faire une petite expérience juste après le webinaire si vous voulez. Donc là, c'est vraiment frappant. Faites une recherche sur google.fr. Vous verrez qu'il n'y a qu'un champ de recherche avec votre mot, votre phrase pour aller rechercher. Donc vous verrez que ça va vous donner un résultat, forcément. Et faites la même expérience sur yahoo.fr. Yahoo ont une autre vision de la chose, c'est que vous aurez effectivement le champ de recherche qui va répondre à votre besoin. Mais à côté, vous aurez la météo, vous aurez les news, vous aurez les top tendances, vous aurez plein de choses à côté que finalement que la personne n'a pas demandé parce que c'est des choses qui ne répondent pas forcément à son besoin. S'il doit rechercher les résultats du foot d'hier soir, on n'a pas besoin d'avoir la météo, les top tendances, etc. Comment ça se traduit derrière tout ça? C'est que tout ça, finalement, comment ça se traduit? C'est des appels HTTP, des appels qui vont coûter sur tous les aspects, sur l'aspect financier, sur l'aspect éco-responsable. Ça coûte pour répondre à des besoins qu'on n'a pas forcément demandé. Du coup, voilà, c'est vraiment deux aspects différents de la chose qui nous permettent d'illustrer ce qu'on essaie de vous montrer ici. Donc, qu'on soit sur un nouveau produit où là, effectivement, on peut avoir une étude du marché en guise de point de départ du product management. On peut aussi très bien avoir cette démarche sur des produits existants et finalement rattraper, alors je ne sais pas trop comment l'appeler, mais cette dette éco-responsable, entre guillemets, et venir revoir, par exemple, les principales fonctionnalités appelées pour les rendre un petit peu plus green, à l'aide des différents outils, justement, qu'on a cités plus haut, qu'on cite et qu'on explique dans le livre blanc, et dont Jean-Baptiste Aubourg a étoffé la liste, j'ai vu dans les commentaires. Donc merci à toi, Jean-Baptiste, d'avoir répondu à la question de Marie. Aussi, dans le livre blanc, il y a clairement un exemple très concret de ce qui a été fait côté Kiabi. Du coup, vraiment, c'est un retour d'expérience d'une équipe qui a su amener cet aspect éco-responsable sur un produit déjà existant. Et voilà, on vous donne pas mal de tips pour faire tout ça. Alors, revenons-en aux équipes digitales. Alors, les équipes de réalisation, finalement, c'est elles qui vont définir leur degré de performance au global, donc pas que éco-responsable. Qu'est-ce que c'est que la performance? C'est vraiment propre à chacune des équipes qui vont mettre en place. Les actions, du coup, par rapport à ces degrés de performance, elles sont faites de manière auto-organisée. On peut avoir des équipes qui disent, voilà, moi je suis performante si j'ai moins de 5 bugs par mois, par exemple. Côté éco-responsable, c'est exactement pareil. Là, tout à l'heure, à 14h, si vous retournez dans votre équipe, rien ne vous empêche d'ajouter quelque chose à votre definition of done en disant, voilà, maintenant, pour qu'une US, une tâche de développement soit terminée,
il faut qu'on ait un éco-index de A sur telle ou telle fonctionnalité. Il faut que ma feature ait un bon rapport d'audit sur Ecometer. Donc, toutes des choses comme ça qui sont finalement qu'on peut mettre en place dès maintenant, sans attendre. Donc, essayez de faire juste le test sur une US, sur un sprint, par exemple, si vous êtes en Scrum, ou sur une tâche de développement. Il y a vraiment plein d'outils qui existent. Donc, on vous en présente une liste aujourd'hui, mais enfin, avec une petite recherche web, vous en trouvez plein. Vraiment, faites l'expérience, ça peut aussi servir de sensibilisation. Faites le test sur une US, sur un sprint, et allez montrer ça aussi en démo. Allez montrer qu'on peut faire vous pouvez maintenir ce degré de qualité que vous avez actuellement en ajoutant cet aspect éco-responsable. Ça peut bien évidemment servir de sensibilisation du coup à vos PM, à vos PO ou personnes qui sont en charge de la gouvernance de votre structure. Donc ça, c'est vraiment le conseil que, en tout cas, moi, je peux vous donner. On va aborder un autre aspect du produit, c'est le life cycle en fait, du produit en général et la continuité, donc la vie du produit. Il faut savoir qu'un produit répond à un besoin et forcément le besoin il évolue. Au départ, on est amené à se demander si le besoin répond à un vrai besoin, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Il faut toujours se poser cette question-là, justement pour toujours être en adéquation avec les ressources qu'on actionne sur un produit. Donc, est-ce que mon produit est toujours d'actualité? Ça, c'est une question qu'il faut se poser assez régulièrement. Le produit évolue également continuellement. En fait, le produit doit vraiment coller aux besoins. Et il y a une formule pour ça, c'est finalement arrêter ou pivoter. Donc, faire pivoter le besoin et le produit pour répondre à un nouveau besoin, ou le faire évoluer avec le temps, parce qu'on a plus d'utilisateurs, parce que le besoin a changé, etc. etc. Donc ça, c'est une prise de décision. Ou alors, et ça, c'est une prise de décision plus dure, mais c'est arrêter le produit parce qu'il ne répond plus à un besoin ou le besoin est obsolète. Et ça mine de rien, c'est aussi être éco-responsable, se dire, voilà, j'alloue des ressources, j'alloue des serveurs, je fais 1000 appels HTTP par jour pour quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Voilà, il faut aussi se poser les bonnes questions autour de tout ça. Avant de repasser la main à Cyril, on voulait aussi vous parler de notre conviction que le rôle, des différents rôles autour des produits vont forcément évoluer avec cette vision cloud qui est de plus en plus ancrée dans les solutions d'entreprise. Donc le positionnement évolue. On a accès à de plus en plus de services cloud qui peuvent répondre dans certains cas à des use cases de nos produits. Donc c'est vrai que nous, on a la conviction que les métiers de product owner, product manager, entre autres, sont amenés à évoluer justement pour répondre à cet aspect éco-responsable et surtout cet aspect cloud qui prend de plus en plus de place dans nos métiers au quotidien. Voilà, je te redonne la main, Cyril, pour nous parler d'AWS. Ok, merci Alexandre. Donc dans l'intitulé du meet-up lui-même, on sous-entend une évidence qui est Cloud and Green. Je voudrais quand même un petit peu expliquer pourquoi c'est une évidence. On a vu un petit peu en amont la partie donc, qui vous incombe, entre guillemets, de designer et d'utiliser les ressources d'une manière responsable. Le fait que AWS vous aide à identifier les possibilités d'amélioration, évidemment, ça nous soustrait pas de notre côté de faire notre travail et de fournir donc des niveaux de service qui soient délivrés de la manière la moins impactante possible. Donc je vais un petit peu détailler cette partie-là rapidement parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais pouvoir qu'on puisse y répondre après. Donc dans la partie responsabilité partagée, je vais vous expliquer un peu pourquoi le cloud AWS est effectivement une solution plus favorable. Donc on voit ici les différents les pans de notre activité sur lesquels on a un impact et sur lesquels on peut agir pour fournir les services d'une manière qui soit le moins impactante possible. Sur la partie serveur, je pourrais y passer aussi des heures. Il y a des choses assez évidentes. Le fait que en termes d'échelle, on a la capacité à la fois à produire des serveurs, mais aussi à les agréger dans des data centers qui sont aux normes les plus avancées sur le sujet. On a tout intérêt de notre côté, et on le fait depuis très longtemps, à investir sur des technologies qui viennent réduire la consommation énergétique pour une raison assez prosaïque, c'est que ça impacte très directement nos marges. Donc c'est des choses que l'on fait depuis très longtemps. Donc au niveau serveur, il y a aussi des choses assez
pratique, on a développé depuis quelques années notre propre ligne de CPU qui s'appelle Graviton, donc qui ont été benchmarkés par des tiers et qui ont confirmé des taux de traitement par watt à peu près autour de 30% plus efficients que des générations de type Intel ou AMD que l'on utilise aussi dans nos serveurs. Donc c'est un exemple. On a d'autres choses en termes d'architecture. Par exemple, on n'utilise pas d'onduleurs au sens traditionnel du terme. On utilise des micro-onduleurs qui sont directement sur chaque serveur. Et l'effet de bord, entre guillemets, de cette conception, c'est une réduction de 35% de la consommation électrique du poste onduleur, hein, pas de l'ensemble du poste. Donc voilà, on passe sur la partie cooling, qui est un des éléments importants de la perte énergétique dans un data center. On travaille sur des technologies essentiellement passives, à base de convection. Donc la partie active de type climatisation avec des tours réfrigérantes et tout ça, c'est pas trop la façon dont on fonctionne. C'est à la fois une logique de coût et de réduction de l'impact, évidemment. Sur la partie de l'eau, puisqu'on raisonne beaucoup là, énergie électrique, en CO2 par exemple, mais évidemment, c'est pas la seule dimension. On travaille aussi depuis longtemps à utiliser des logiques de préservation de l'eau, de minimisation de l'eau potable utilisée. Donc on travaille pour ça avec des circuits fermés, on recycle la plupart de l'eau qu'on utilise. Ça sous-entend des logiques assez complexes pour traiter la minéralisation, parce qu'une eau qui reste en continu et qui est retraitée, finalement, elle a tendance à créer des dépôts dans les circuits. Donc il y a de manière publique, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer des liens qui expliquent tout ça. Donc aujourd'hui, un data center AWS, on va dire de taille importante, donc on diffuse pas précisément, mais on va dire 100 000 serveurs pour faire simple, donner un ordre de grandeur. Utilise l'équivalent en termes d'eau sur un an, l'équivalent de 25 foyers américains, donc qui sont pour le coup déjà des bons consommateurs d'eau, mais ça vous donne un peu un ordre de grandeur de ce qu'on est capable de faire sur la minimisation de l'utilisation de l'eau. Sur la partie des déchets, donc on a aussi une logique assez stricte sur la façon dont ils sont retraités. AWS ne gère pas en direct le traitement des déchets numériques ou autres, hein, puisqu'il n'y a pas que la partie serveur, mais on traite avec des partenaires auxquels on impose un cahier des charges extrêmement strict, où on va prioriser le recyclage, enfin la partie circulaire. Alors c'est pas possible pour tout, hein, évidemment, notamment parce que la plupart des serveurs sont construits par AWS, donc ils n'ont pas nécessairement une valeur marché en tant que telle. Ensuite, tout ce qui ne peut pas être recyclé ou réutilisé dans un circuit, on va bien sûr imposer des normes de recyclage qui atteignent ou excèdent ce que demande le marché. Sur la partie data center eux-mêmes, je vais pas détailler plus que ça, mais donc on travaille à utiliser des ciments bas carbone, de l'acier bas carbone. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de carbone dans la construction, hein, on est bien d'accord, mais on va bien sûr travailler à minimiser. Sur la partie donc matériaux de construction, j'en ai parlé un petit peu. Et je veux faire un petit focus sur la partie fourniture d'électricité, puisqu'évidemment les data centers sont des consommateurs importants d'électricité. On en a parlé tout à l'heure avec Alexandre au début. Donc pour répondre à cette question, enfin le fait comment est-ce qu'on va alimenter ces data centers, vous avez disponible de manière publique, donc j'ai mis le lien en bas, une carte qui présente finalement l'ensemble des projets de production d'énergie renouvelable qu'utilise Amazon dans notre activité. Alors je dis bien Amazon parce que c'est une carte qui est Amazon, pas AWS uniquement. Donc nous on bénéficie de ces investissements. Donc si vous voulez cette carte, vous pouvez aller zoomer et individuellement aller voir chaque projet, à la fois sa localisation, son type de projet. Est-ce que c'est des panneaux solaires que l'on met sur le data center ou nos centres de distribution, ou est-ce que c'est une ferme d'éoliennes au sens industriel ou une ferme solaire au sens industriel? Vous avez le détail à chaque fois de chaque projet, sa capacité de production énergétique, sa date de mise en production, de raccordement à la grille. Donc vous verrez notamment les projets qui ne sont pas encore connectés, mais les plus gros mettent 2 à 3 ans à être construits, donc c'est normal qu'ils ne soient pas immédiatement connectés, mais on sait déjà finalement se projeter sur nos capacités de production. On parle de 12 gigawatts, pour vous donner un ordre de grandeur, on va dire qu'une centrale nucléaire moyenne va produire entre 1 et 2 gigawatts, donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Donc ces différents éléments, donc à la fois la conception des serveurs et des data centers, l'alimentation qu'on voit ici en énergie renouvelable, en fait ça vient expliquer
le postulat de départ qui est de dire que c'est plus green dans le cloud. Alors je le répète, hein, ça ne veut pas dire que le cloud n'a pas d'impact sur l'environnement. Ce serait bien sûr complètement illusoire de se prononcer comme ça. Donc on a missionné une société tiers qui s'appelle 451 Research pour aller quantifier cette différence. Et ce que vous avez ici, c'est le résumé. Et donc, il y a une URL active en bas qui vous permet d'aller télécharger l'ensemble du papier qu'ils ont écrit. La conclusion, c'est que d'utiliser un workload, alors on parle bien là de lift and shift, donc tel qu'il existe dans un environnement on-premise, de le basculer dans le cloud AWS, ça revient à une efficacité énergétique 5 fois plus importante. Et donc ce papier, il concerne nos data centers en Europe. Et il détaille pour 6 pays européens la constitution de ces 5 fois plus efficaces. Je vous ai mis à droite la partie française et on voit ici en fait comment est-ce que ça s'explique, d'où ça vient ces 5 fois plus efficaces. On voit la partie en gris marron foncé qui est la plus prépondérante. C'est assez spécifique à la France. Ça vient principalement à la fois du taux d'utilisation de nos serveurs, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, et aussi de l'efficacité énergétique intrinsèque de nos services. Taux d'utilisation, bien sûr, parce qu'on mutualise nos ressources pour les millions de nos clients. On a même des services qui existent en fait pour utiliser la part non utilisée de nos serveurs. Je m'explique. Un serveur qui va héberger nos clients, il va évidemment être dépendant de l'utilisation. Donc en France, a priori, un peu moins la nuit, par exemple, un peu moins le week-end. Et en fait, ces capacités excédentaires, on les met à disposition de nos clients à travers deux services principaux. Le premier s'appelle Spot, donc qui est une possibilité pour nos clients d'acquérir la capacité de calcul moyennant un prix relativement discounté, qui n'est pas utilisé à un moment donné dans le data center. Alors c'est intéressant financièrement, mais il y a comment dire une limitation qui est que si on a besoin de la ressource, on va la récupérer. Et l'autre pan de service, c'est tout ce qui est serverless, puisque historiquement, Lambda, qui est notre service historique, on va dire serverless, s'effectuait sur des parcs machines qui étaient spécifiques, dédiés, on va dire, au début, quand on apprenait aussi, nous, notre côté, au niveau opération. Maintenant, ces opérations serverless s'exécutent justement sur cette capacité résiduelle dans nos serveurs qui n'est pas utilisée. Tout ça concourt à une utilisation maximisée de nos ressources, en plus avec donc des logiques, je parlais tout à l'heure de Graviton, où intrinsèquement l'équipement informatique est lui-même plus efficient, donc c'est ce qui explique la plus grosse partie. Les deux autres pans, on voit en gris un peu plus clair et en haut presque en blanc. Le gris un peu plus clair, c'est le PUE. Donc c'est la notion de perte d'électricité entre ce qui arrive dans le data center et ce qui alimente réellement les serveurs. Entre les deux, il y a du refroidissement, il y a de l'onduleur, il y a des câbles, il y a de l'éclairage, ce genre de choses. Donc là, nos data centers permettent de gagner un petit peu cette partie-là. Et la partie donc en plus clair, c'est la partie des énergies renouvelables qui sont factorées finalement dans l'empreinte totale. En France, c'est une des parts les plus faibles. Pourquoi? Parce que la grille française est par nature faiblement carbonée, de par la fourniture d'énergie nucléaire. Chez nous, on considère que l'énergie nucléaire est décarbonée, mais n'est pas renouvelable. Donc ça veut dire que ça ne nous empêche pas de constituer des capacités de production d'énergie renouvelable qui vont se substituer à celles de la grille française, parce que pour nous, c'est pas du renouvelable. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous donner l'approche que l'on a chez nous. Un dernier chiffre, à 2025, on a un engagement à l'échelle d'Amazon, pas seulement d'AWS, d'utiliser 100% d'énergie renouvelable pour l'ensemble de nos besoins énergétiques du groupe. Donc aujourd'hui, l'année dernière, on a été audité, on était à 65%. Donc on est sur cette trajectoire d'avoir une électricité que l'on utilise pour l'ensemble de notre activité, je le redis. Et c'est ce qui explique en fait le postulat initial qui est de dire cloud and green. En fait, c'est logique finalement quand on exécute des workloads informatiques de les exécuter dans le cloud AWS.
On a beaucoup de questions-réponses. Du coup, j'ai un petit peu accéléré cette partie-là. Alexandre, peut-être je te laisse prendre les premières qui te concernent, comme ça moi je peux lire celles qui sont plus pour moi et y répondre. Ou Géraldine, tu as prévu une autre, Non, un non, autre mode de fonctionnement? c'est très très bien. On peut faire comme ça. Là, ce que je demandais, ce que je pense que malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui puissent voter aussi pour les questions qui les intéressent le plus. Comme ça, on prendra celle-ci en priorité et en fonction du temps qui restera, on pourra poursuivre. Je pense qu'Alexandre, tu peux, et Cyril, tu auras sûrement peut-être des compléments d'information aussi. Marie demandait les outils qui étaient, enfin les outils utilisés pour avoir un code qui est plus green. Donc je remercie Jean-Baptiste qui a collaboré au livre blanc d'avoir déjà répondu. Peut-être qu'Alexandre, je ne sais pas si tu as d'autres sources, et puis Cyril aussi, peut-être pour compléter cette réponse. Non, mais effectivement, là, déjà, si on utilise les différents outils que vous avez à la fois dans les slides, dans le livre blanc et cela, ça sera déjà ça sera déjà pas mal pour faire un premier état des lieux de votre produit, savoir d'où on part, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que déjà avec ces outils-là, on est pas mal. Après, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont très facilement trouvables sur le net. Avec une petite recherche, vous pourrez étoffer cette liste assez facilement. De mon côté, ce que je rajouterais, c'est qu'il y a la notion de code lui-même, mais il y a la notion du langage aussi, si on remonte d'un niveau. Donc chez AWS, il y a Code Guru, qui est un service qui va auditer le code et vous proposer des façons de l'articuler qui soient plus efficientes. Donc ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, il y avait pas mal de comparatifs qui ont été publiés dernièrement, chez nous, pas que chez nous d'ailleurs, qui fait ressortir Rust finalement comme étant un langage qui a un bon compromis entre l'efficience entre guillemets d'écriture de code et l'impact environnemental. Alors je ne connais pas le détail sur les autres langages, mais c'est juste pour sensibiliser sur le fait que l'utilisation d'un type de langage elle-même a potentiellement un impact, et les ordres de grandeur sont jusqu'à de 1 à 4 quand même, donc c'est pas à la marge. C'est un petit peu plus pour à la fois répondre à la question et aussi fournir une autre perspective de questionnement sur les autres axes à explorer. Ok. Merci à tous les deux pour vos réponses. Je vous laisse peut-être prendre en fonction des votes. Moi aussi, je vais essayer d'être responsable. Comme ça, je vais couper ma caméra et me retirer de la scène. Ça marche. Pour savoir les questions à suivre. On a par exemple la question de Charles qui nous parle des appels cachés, entre guillemets, à destination des régies de pub, du coup Facebook, Google Analytics. Est-ce que les encarts visibles ne seraient-ils pas que la face émergée de l'iceberg en ce qui concerne l'empreinte environnementale d'un portail web? Alors du coup, moi, je te fais une réponse avec mes connaissances actuelles, parce que c'est vrai que sur cet aspect-là, j'ai moins de connaissances effectivement sur un produit. Quand tu fais, en tout cas, quand tu mets en place des services externe, tu es forcément dépendant de ces appels cachés-là. Alors, je sais que selon les fournisseurs de services extérieurs, c'est plus ou moins transparent. Je sais que, par exemple, Google est assez transparent sur tout ce qu'il met en place, notamment sur l'aspect green. Je pense qu'il y a pas mal de docs trouvables sur le net. Après, je ne pourrais pas te répondre plus en détail. Je ne sais pas si tu as des éléments, Cyril. En tout cas, effectivement, il y a une forme de dépendance effectivement avec les appels extérieurs qu'on est amené à faire sur nos produits. Ça va donner le lien sur une autre question que j'ai vue en dessous sur la partie visibilité. Effectivement, ce qu'il faut, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, vous poussiez les différents fournisseurs à vous fournir la transparence, donc aussi sur l'impact environnemental de ces appels cachés, entre guillemets. Après, il y a la notion ultérieure dont a parlé Alexandre, qui est de l'intérêt de ces appels cachés. Enfin, bien sûr, Analytics, par exemple, c'est un service qui est assez déployé partout. Il faut quand même se poser la question, c'est toujours une histoire de compromis ou de trade-off, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un impact de ces outils, ils apportent, eux, une valeur business. Il faut être conscient du coût de la valeur business quelque part. Dans certains cas, il faut décider que c'est pas utile. L'impact que ces outils ont sur l'environnement n'est pas utile par rapport à ce qu'ils apportent. Alors, je ne dis pas que c'est le cas majoritairement, hein, mais de vraiment se poser cette question-là et de manière plus générale d'avoir cette gymnastique mentale par rapport à toute fonctionnalité quelque part de ce qu'on développe, c'est pour moi prépondérant.
Du coup, ça m'amène sur l'autre question. Alors, je vais descendre un petit peu. Joseph, donc puisqu'AWS connaît très bien l'usage des services, voire précision et sophistication de la tarification, j'abonde dans ce sens. À quand une éco-information juste à côté des tarifs dans la documentation et sur les facturations, surtout AWS Organization Billings? Oui, je suis entièrement d'accord. Donc le 1er mars, donc il y a 10 jours, nous avons mis à disposition un outil qui s'appelle CCFT, donc Customer Carbon Footprint Tool, qui permet aux clients de voir donc la consommation, enfin l'impact environnemental de la consommation de leur service AWS. Donc c'est une première réponse. C'est relativement peu granulaire pour l'instant, donc ça répond pas à la question précise de Joseph. Cet outil va évoluer de manière assez itérative et fréquente pour arriver à quelque chose qui va ressembler à ce dont Joseph parle. Donc je suis assez d'accord. C'est pas encore le cas au sens avec une finesse telle que Joseph en parle, mais voilà, c'est en train d'arriver. C'est déjà, ça arrive au niveau macro, on va dire, et la granularité va suivre très très rapidement. Ok, ensuite on a une question alors si on suit les votes, une question de Sébastien. Est-ce que faire un produit informatique green, n'est-ce pas finalement faire un produit moins cher et moins cher à exploiter? Alors du coup, je pense qu'il faut, alors même si c'est forcément très lié, je pense qu'il faut quand même décolérer l'aspect pécunier de l'aspect exploitation build entre guillemets. Effectivement, c'est si tu cadres, c'était un peu tout l'objet de ma prise de parole, c'est si tu cadres bien ton produit, tu vas forcément réduire les fonctionnalités, mais tu vas faire les bonnes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la course aux fonctionnalités inutiles. Je reprends l'exemple de Yahoo tout à l'heure. C'est que ce soit du produit back, du produit front ou quoi. Il faut vraiment axer ça. Ça, c'est un travail de product qui est fait avec des rôles autour du produit, donc POPM, mais qui sont forcément réalisés par les équipes de développement. Du coup, le côté moins cher, je pense que ça va de pair avec le côté est-ce que tu cadres bien ton produit, est-ce que tout ce que tu fais répond bien à un besoin, à un public, etc. Et je pense que c'est pas forcément l'aspect prioritaire. Pour moi, c'est un à côté. Enfin, historiquement, avant que les grands providers fournissent les outils dont on vient de parler de visibilité, c'était l'axe utilisé par les clients ou les partenaires ou certains outils pour en fait quantifier. Parce que le prix, effectivement, est un bon proxy sur l'empreinte environnementale, on va dire la quantité de ressources qui sous-jacentes derrière. C'est une estimation. Ça reste, il y a certains cas particuliers qui sont orthogonaux par rapport à cette logique. Alors je ne vais pas tous les citer, mais la notion de réservation de ressources moyennant un niveau de discount, quelle que soit la nomination, finalement ça vient nous astreindre, nous limiter, comment dire, ne pas nous engager à se poser la question de la ressource efficiente, puisqu'on se dit, bah ok, j'ai un volume de consommation qui est stable dans le temps, si je prends un commit, je vais gagner 30%, du coup, j'ai pas besoin d'y toucher. Ça, c'est un exemple type du type d'approche au prix qui n'est pas aligné avec une approche sur la réduction environnementale. Donc chez AWS, on a Savings Plan Compute qui est à l'intérieur de cette famille de commitments financiers, quelque chose qui permet de répondre aux deux, puisque finalement, on va pouvoir couvrir du besoin de compute stable et transformer ce besoin de compute en quelque chose comme du serverless, par exemple, Lambda, Fargate, et on va pouvoir utiliser le même véhicule Compute Savings Plan. Donc voilà, juste un petit peu pour donner de l'éclairage sur cet avis qui est pour moi bon, mais qui a des limites. Il ne peut pas répondre à toutes les questions sur ce sujet. Ok, alors il nous reste 3 minutes. Juste avant de prendre une toute dernière question, il y a Alice qui vous a remis le lien pour télécharger le livre blanc. N'hésitez pas à le faire ou à le refaire si vous en avez l'occasion pour justement creuser ces différents sujets et avoir accès aux différentes interviews de nos partenaires directement dans le PDF. Alors, en termes de vote, on a celle-ci. Alors, à votre avis, plutôt que de se focaliser plutôt se focaliser sur des futurs US responsables, ou bien de la refactorisation responsable du legacy, de votre expérience, quel chantier à prioriser au-delà de la logique business, évidemment. Alors, du coup, tu dis au-delà de la logique business, mais en fait, moi, c'était mon premier axe de réponse, du coup.
C'est effectivement alors, c'est le cas, par exemple, de Kiabi, qui nous a gentiment répondu dans une interview du Livre Blanc. C'est finalement toujours un peu pareil. Je pense que même si c'est des nouveaux besoins versus des choses déjà en place, on peut le voir de deux façons. La première, évidemment, c'est l'aspect business, lequel va être le plus appelé typiquement. Je pense que c'est aussi à chacun de déterminer une forme de priorité. Il y en a qui le font avec des business value, il y en a qui le font avec des points d'effort, etc. Là, c'est à vous vraiment de définir tout ça. Et sinon, moi, ce que je conseille aussi, c'est vraiment de décorréler aussi cette reprise de dette éco-responsable, entre guillemets, et vraiment de l'afficher dans une roadmap, c'est-à-dire que de l'afficher au niveau des sponsors aussi, c'est-à-dire que, ou alors se dire, là, pour mes futurs US, je le fais de manière éco-responsable et ça devient ma nouvelle définition du fini, entre guillemets. Et par contre, je mets en place un plan de reprise des principales fonctionnalités qui sont les plus appelées ou les plus utilisées par mes clients, mes utilisateurs, qui permettraient de répondre à cette reprise de legacy. En tout cas, il y a plusieurs manières de faire cette reprise-là. Est-ce qu'on a répondu aux questions qui étaient les plus votées, sachant qu'il va être quasiment 13h et que je pense qu'il y en a qui vont commencer, comme ils sont en train de nous le stipuler sur le chat, à partir en pause déj. Est-ce que Alexandre et Cyril, vous pensez avoir fait le tour des questions ? Il en reste, moi je les ai notés et j'imagine que je peux les récupérer après pour faire des réponses en asynchrone. Oui, bon, elles ne seront pas partageables du coup pour tout le monde, je suis désolé, mais je vais faire en sorte que, en tout cas les questions qui me concernent, je vais y répondre au-delà de l'heure qui nous était allouée aujourd'hui. C'est parfait, on te transmettra du coup les informations, Cyril. Un grand merci à tous les deux pour la présentation et l'échange qui a suivi. On s'aperçoit, et c'est la bonne nouvelle, que chacun, à son niveau, on peut œuvrer. Il ne faut pas voir la montagne à gravir, mais plutôt chacun dans son périmètre, ce qu'on peut mettre en place. Et vous l'avez dit l'un et l'autre, il y a des choses qui sont actionnables très, très rapidement. Un grand merci pour ça. Cyril, merci beaucoup d'avoir collaboré au Livre Blanc et d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient suivre les prochains meet-up de Daveo, on reprend nos meet-up en présentiel. Donc, le prochain sera dans un mois à peu près, le 14 avril à Paris, sur une thématique de Chief Product and Technology Officer, la combinaison gagnante au centre des organisations innovantes. Donc, un peu à l'instar de Dev et Ops, comment il y a des fonctions qui sont en train de fusionner avec bien sûr tout ce qui se passe dans le numérique et dans le digital et comment ça transforme les organisations. On commencera la communication prochainement, donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour pouvoir participer également à ce webinaire. Un très grand merci à tous pour votre participation et les nombreuses questions. On vous dit à très très vite et un excellent appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.